moi, je vous parle tout le temps de sujets très technologiques, habituellement. Et puis, je me dis peut-être que ça peut être un peu lassant à force. On va quitter le monde des flux RSS, des robots, des entités nommées, du machine learning et tout ça, pour rentrer plutôt dans le monde un peu des humains et des relations humaines et des cultures de travail. Donc là, je pense que normalement, on a tous quelque chose forcément à dire sur ce sujet, mais c'est le sujet le plus complexe en fait. Parce que techniquement, en fait, il n'y a pas vraiment de problème. En réalité, aujourd'hui, toutes les technologies sont là. Il n'y a aucune barrière. Les vraies barrières, les vraies difficultés, moi, je pense elles sont humaines. C'est celles qu'on rencontre. Et donc, c'est un peu ce sujet-là que je voulais aborder avec vous. Alors donc, je ne vais pas parler très longtemps parce que l'idée, c'est justement de partager en fait nos retours d'expérience les uns les autres. Mais tout ça pour dire que, ben voilà, au départ, on a un monde sur le web qui est un peu le web 1.0, c'est-à-dire la diffusion d'une information d'un émetteur vers un récepteur. Donc, il y a très peu d'interaction en fait entre les deux. Et avec le web 2.0 dans les années 90, eh bien, on s'est dit, ben, le consommateur d'informations va aussi lui-même être producteur d'informations. Il va pouvoir commencer par mettre des commentaires, mettre des tags, il va produire de la donnée. Et en fait, on noie un peu la séparation finalement entre producteurs et consommateurs de données. Et puis nous, dans le monde de la veille, parce que c'est celui quand même qui nous intéresse, eh bien, c'est vrai que nos cellules de veille, eh bien, on est aussi dans un modèle un peu vertical, c'est-à-dire avec des cellules de veille qui sont spécialisées dans la détection des opportunités, des menaces, et puis dans le fait de rester à l'état de l'art sur un sujet. Et on est un peu dans un modèle où la cellule de veille est unique responsable de la veille et ne partage pas finalement cette responsabilité avec les autres. Et donc, ça permet à des personnes de se dire, bon, bah, c'est pas mon problème finalement d'être attentif à mon environnement puisque il y a des gens qui sont payés pour le faire en fait. Donc, moi, je me désengage finalement de cette responsabilité-là d'être en veille en fait sur mon métier par exemple. Mais en fait, de plus en plus, on voit que ce modèle est un peu remis en question parce que notamment, bah, il y a le web 2.0 comme je le disais. Mais l'idée, c'est de se dire, ben, la veille, ça peut aussi être un peu l'affaire de tous. Mais alors, ça reste quand même très très difficile de sortir des anciens schémas. C'est vrai, par exemple, on voit dans certains pays. D'ailleurs, avec le G2I sur des réunions précédentes, on s'interrogeait sur quel était l'équivalent du métier de veilleur dans d'autres pays. Et ce dont on s'aperçoit plus ou moins, en fait, c'est que c'est rarement, en tout cas dans le monde anglo-saxon, c'est pas toujours un métier spécialisé. C'est-à-dire que bien souvent, eh bien, cette fonction de veille, tout le monde la prend en charge, c'est-à-dire que ça fait partie de l'activité de n'importe quel métier que de faire de la veille. Et donc, c'est pas une activité spécialisée. Et donc, toute la question, c'est de se dire, bon, comment est-ce on évolue nous-mêmes dans nos modèles. Alors, c'est très, très difficile parce qu'on touche à l'humain. Il y a plein de questions derrière. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de se dire, voilà, cette séparation entre l'amateur qui finalement ne connaît pas forcément nos technologies de veille. Voilà, il y a plein de gens on leur parle de flux RSS, de web crawling, de text mining. Voilà, ça leur parle pas. Et l'expert, c'est une frontière qui tend à être dépassée, la frontière entre lecture, c'est-à-dire consommation finalement de données et écriture, et donc production de données aussi, elle tend à être dépassée. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est aussi les notions qui apparaissent en fait autour, notamment par exemple, du crowdsourcing et autour de ce qu'on nomme l'intelligence collective. C'est aussi la notion de sagesse des foules. Par exemple, ici, là, j'ai mis un petit portrait de Francis Galton. Alors là, on est au 19e siècle. Et lui, un jour, sur un marché au bestiaux, en fait, il y a un pari qui est fait. Il faut deviner quel est le poids d'un bœuf. Et si on devine, on va obtenir en fait une récompense, un panier garni, quelque chose de cet ordre. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la moyenne. Alors, en réalité, je crois qu'il a fait plutôt la médiane, mais bon, peu importe. On va dire qu'il a fait la moyenne de toutes les estimations de toutes les personnes qui sont venues. Et en faisant cette moyenne, il s'aperçoit qu'il a une estimation assez fiable du vrai poids du bœuf. En fait, parce que et c'est une expérimentation qu'on peut faire dans plein de voilà, il y a plein d'expériences. On peut faire quelque chose de cet ordre-là. Par exemple, si vous étiez des milliers dans la salle, je vous demanderais quelle est la température de la salle. On fait la moyenne de vos estimations et on a la température de la salle quasiment à 1 degré près. Et aujourd'hui, vous avez par exemple des agences de renseignement qui se basent là-dessus pour faire des prévisions géopolitiques. Par exemple, vous avez le Good Judgment Project qui essaye d'estimer, par exemple, la question c'était, est-ce que l'Ukraine va être envahie par la Russie avant le 1er janvier, machin, je sais pas quoi. Et les gens vont faire des estimations en disant oui à 30%, non à 60%, etc., etc. Ils font la moyenne et se rendent compte, et il y a eu des articles académiques sur le sujet, qu'ils arrivent à challenger les prévisions des meilleurs analystes de l'agence de renseignement. Et alors, ça leur permet aussi, évidemment, de recruter des super prévisionnistes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, individuellement, ont une réelle capacité à prévoir le cours des choses. Et donc,
L'idée, c'est que nous, dans notre métier de veille, s'appuyer finalement sur l'intelligence collective, s'appuyer sur des gens qui ne sont pas forcément du métier euh, pour voilà, détecter peut-être des opportunités, des menaces, ou même tout simplement pour avoir des ruptures d'innovation. C'est quelque chose d'assez pertinent sur lequel on peut se baser. Vous avez par exemple la société EDF qui fait beaucoup de choses de cet ordre, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de paris en fait, et ils écoutent énormément dans la stratégie d'EDF les suggestions qui sont faites par les membres de l'entreprise. C'est assez proche de l'idée même de démocratie, finalement, parce que ça fonctionne pas autrement, la démocratie, que sur l'idée que la majorité en fait des citoyens va faire le bon choix, en fait, dans l'intérêt général. C'est un peu la même idée. Alors, on a quand même des difficultés, en fait. Alors là, je vous ai mis une belle photo de silo. Alors, tout le monde parle de silo informationnel, mais en fait, c'est quand même assez vrai. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce type de silo? Alors, on peut les avoir même dans des services. Alors, on peut les avoir entre administrations. On peut les avoir. On peut les avoir voilà, à tout plein de niveaux. Eh bien, moi, je pense qu'il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent expliquer le silo. C'est-à-dire que quand on est un peu caché dans son silo, eh bien, on ne met pas la publicité sur la production qui est la nôtre. Et donc, il peut y avoir une forme, des fois, un peu de honte de soi, finalement, peut-être, qui peut s'exprimer comme ça. Il peut aussi y avoir des sentiments de sécurité, c'est-à-dire qu'on veut se sécuriser par rapport peut-être à la concurrence, en fait, peut-être aussi une peur de disparaître, en se disant, bah, tiens, on va protéger notre rente d'une certaine manière grâce à ça. Et donc, on peut observer des formes de résistance au changement, en fait, pour parler court. Voilà. Et puis, toute l'idée, c'est de se dire, bah, il peut y avoir des difficultés à modifier, en fait, à transformer la culture du travail. Là, j'ai mis une petite image avec les vétérans de la révolution russe sous Brejnev. Et c'est vrai qu'en fait, on voit une culture d'information qui peut être un peu individualiste, un peu fermée, corporatiste, centralisée, procédurière, complexe. Enfin, il y a plein d'adjectifs, hiérarchique, verticale. Et l'idée, ça serait passer à quelque chose de plus partagé, de plus collectif, de plus transversal. Parce qu'il y a encore une certaine culture du secret qui fait qu'on imagine que la valeur d'une information est d'autant plus grande que peu de personnes en disposent. Ce qui aujourd'hui, dans une économie de l'attention qui est la nôtre, en fait, est devenu strictement faux, en fait. Et donc, voilà, les difficultés sont de cet ordre. Nous, ici, on n'a pas été forcément très loin dans l'expérimentation de veille collaborative. Parce que nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de casser les silos déjà entre nos 60 entités. En fait, ici, dans les salons du Premier ministre, il y a une soixantaine d'entités. Et toute l'idée, c'est de se dire, chaque entité fait sa veille dans son coin, on voit une newsletter chacune dans son coin. L'idée, c'est de se dire, on va partager un petit peu entre nous déjà. Alors, c'est pas évident parce que sur les 60 entités, il y en a seulement une vingtaine à ce jour qui acceptent de partager leur veille avec l'ensemble des 40 autres, enfin des 60 autres en fait au final. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez difficile, mais on a quand même réussi un peu à faire ça avec une cinquantaine d'humains qui participent à cette plateforme qu'on a fait avec du logiciel libre. Mais la limite qu'on rencontre, c'est que, par exemple, on offre la possibilité à n'importe qui, donc nous, on doit être un peu plus de 3000 ici, on offre la possibilité à n'importe qui de publier de l'information de manière très, très ouverte. C'est tout à fait possible à n'importe quel agent parmi les 3000 d'envoyer une information. Il y a un petit formulaire qui ça se fait en automatique. Il n'y a même pas de contrôle. Bien sûr, moi, je contrôle a posteriori, mais le risque n'existe pas en réalité. Dans ce genre, c'est ça un peu aussi ce qu'on observe. Mais en réalité, les personnes s'autocensurent en amont. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui a publié comme ça spontanément une information parce qu'effectivement, eh bien, on a peur un peu d'être sous le regard des autres. Il y a plein de freins en fait, de freins qui empêchent en fait d'aller un petit peu plus loin. Et même les commentaires, les simples commentaires, c'est aussi assez rare. Moi, je dirais qu'il doit y avoir un commentaire à peu près tous les 2 mois sur la plateforme. Et on voit bien, c'est quelque chose qu'on observe dans tous les domaines, on voit bien qu'il est difficile au-delà en fait du slogan en fait de passer à une réelle culture collaborative, notamment dans des domaines comme les nôtres. Alors après, il y a évidemment voilà, il y a des questions de sécurité, il y a des choses qui sont stratégiques. Tout ne peut pas. Il faut d'ailleurs être capable de bien différencier ce qui peut être partagé de ce qui ne peut pas l'être pour des raisons stratégiques ou confidentielles. Mais il y a énormément de choses qui peuvent être partagées et qui ne le sont pas.